Bonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean, le maître des couteaux. Alors, bienvenue à une nouvelle vidéo. Cette semaine, on termine notre trio de couteaux milieu de gamme, donc de 80 à 160 dollars. Et on va terminer ça avec la compagnie Defcon. Et le couteau s'appelle le Barracuda. Avant de commencer, je vous donne certains points d'intérêt général, comme j'ai pris l'habitude de le faire. La dernière fois, je vous ai référé pour ce qui est des aciers, un très bon document là, qui donne vraiment des descriptions des différents aciers à couteau parce que c'est un élément très important qui influe de manière très, très, très grande sur le prix des couteaux. Il y a un autre élément qui est très, très important, c'est les matériaux de manche. Alors, je vais vous énumérer un peu là, rapidement les différents matériaux de manche, les principaux en tout cas. Vous avez dans un premier temps là, ce qui est de plus bas de gamme, c'est du FRN ou Grivori. Alors, c'est très répandu. C'est un matériau, ça, qui est du nylon, finalement, renforcé là, avec une résine d'époxy. C'est moulé, c'est cuit. On peut l'avoir dans toutes les couleurs. Ça donne un manche très résistant qui est texturé et qui est vraiment, on peut avoir une très bonne grippe. C'est très léger aussi et c'est pas cher. Moi, personnellement, je déteste ce matériau-là. Parce que ça fait cheap, justement, c'est un plastique très cheap. Et je le tolère pour des couteaux budget, mais plus loin, là, dans le milieu de gamme, haut de gamme, il n'y en a pas question. Et vous allez voir qu'il y a des manufacturiers qui ont le culot de vendre des couteaux dits haut de gamme avec ce matériau de manche-là. Vous avez ensuite le G10 qui est très répandu aussi, donc peut-être un des le plus répandu finalement. Alors ça, c'est de la fibre de verre, toujours mélangée à notre résine d'époxy qui est cuite, moulée. Et on peut donner différentes textures et couleurs à ce matériau-là, qui est également très résistant. Ça donne un manche qui est de bien meilleure qualité que le FRN ou Grivori. Donc, au toucher, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est pas très cher le G10 et c'est aussi quand même assez léger. Moins que le Grivori ou FRN, mais c'est quand même un matériau qui n'est pas lourd du tout. Et c'est un matériau qui est utilisé la plupart du temps dans des couteaux budget, mais on en retrouve aussi dans le milieu de gamme et le haut de gamme. Moi, je ne suis pas tout à fait là, bien entiché de ça, mais disons que c'est le matériau le plus répandu. Par la suite, vous avez le micarta. Alors, c'est encore le même principe, mais cette fois-ci avec une fibre naturelle de lin, d'habitude, toujours mélangée à cette résine. Et on peut aussi avoir là, différents, c'est cuit, différentes couleurs. C'est moins texturable, par exemple, le micarta, et c'est beaucoup plus rare. Là. Disons qu'il y en a, mais c'est surtout des milieux de gamme qui vont offrir le micarta. C'est un matériau qui est moins répandu et c'est un matériau qui est moins résistant aussi que le G10 ou le FRN aux éléments. C'est un matériau qui va patiner avec le temps, là, qui va développer une patine. Et c'est un petit peu plus, disons, capricieux comme matériau, mais ça fait des beaux manches, là, c'est joli. Par la suite, vous avez l'acier inoxydable, qui est moins répandu, qu'on peut peindre. Ça a tendance à être un peu lourd, l'acier inoxydable. C'est très durable et ça fait monter le prix un peu là, du couteau. Donc, c'est surtout pour les couteaux budget et milieu de gamme, là, cet élément-là d'acier inoxydable. C'est pas. Ça donne des manches intéressantes, mais c'est pas le matériau le plus répandu. Le laiton et le cuivre, alors ça, c'est peu répandu. Ça alourdit passablement le couteau. C'est le plus gros désavantage. Ça a une très belle apparence, mais ça vient tellement jouer sur le poids du couteau que il y a beaucoup de gens qui aiment mieux ne pas toucher à ça. C'est assez dispendieux, c'est plus cher que l'inox en général
Et c'est surtout des couteaux milieu de gamme là, qui vont offrir là, le laiton ou le cuivre comme manche de couteau. Par la suite, vous avez l'aluminium qui est moyennement répandu. C'est léger, c'est très durable. Ça peut être anodisé, machiné, texturé. C'est un produit qui fait de très, très beaux manches, l'aluminium, mais c'est dispendieux. Et on l'offre dans les couteaux milieu de gamme. Puis moi, mon feeling là-dessus, c'est que je pense qu'il n'y a pas assez de différence pour le prix et pour un manufacturier de produire des manches en aluminium versus le titane qui est supérieur en tout. Donc, c'est pour ça que son utilisation est plutôt moyenne à l'aluminium. Par la suite, vous avez le fibre de carbone. Là-dedans, il faut distinguer les laminés, donc du G10 recouvert d'un laminage plus ou moins épais de fibre de carbone, qui donne un très bel effet. Ça, c'est utilisé dans les couteaux budget et milieu de gamme. Et le fibre de carbone plein, qui lui est très dispendieux, mais donne une apparence très haut de gamme. C'est super léger, puis c'est réservé aux couteaux haut de gamme, quand le fibre de carbone est plein. Et vous avez enfin le titane, qui est le kingpin là, des matériaux de manche haut de gamme. C'est élégant, c'est super léger, anodisable et texturable à volonté. Et c'est résistant aux éléments tels que l'eau, le froid, l'humidité. C'est vraiment très, très beau, très solide, mais il faut faire attention un petit peu au graphing. Donc, il y a deux défauts, finalement. Le titane, ça a deux défauts. C'est que ça va facilement graphiner et c'est le prix également qui est un autre défaut, si vous voulez, parce que ça coûte cher. C'est réservé aux couteaux haut de gamme, mais certains couteaux chinois, comme vous avez vu, vont vous proposer du titane, même dans les couteaux milieu de gamme. C'est pas un bon choix si vous voulez faire des travaux lourds, par exemple, aller en forêt avec votre couteau, puis tout ça, parce que ça se graphine facilement. Mais dans le très haut de gamme également, on va retrouver du titane avec des insertions, soit de fibre de carbone, de taille mascus ou de cuivre, et ça donne un effet très spectaculaire. Donc, je passe sous silence les autres matériaux comme de la corne, l'os ou ben non, même le bois, qui sont utilisés de manière beaucoup plus aléatoire. Alors, ça fait le tour pour les matériaux de manche de couteau. Et on va y aller sans plus tarder avec la spécification de notre couteau de la semaine. Donc, vous voyez, vous recevez le couteau Defcon Barracuda dans une très belle boîte. Ça arrive dans une petite pochette ici, c'est très, très élégant. Alors, la présentation, elle est très soignée. Vous avez dans cette boîte-là une petite lingette, vous avez même un petit outil ici pour le démontage. Et la chose la mieux que j'ai vue, là, en tout cas la plus intéressante, c'est qu'il vous envoie même de la quincaillerie, un pivot et des petites vis de rechange. Ça, c'est une très, très belle touche. C'est une touche vraiment haut de gamme. Donc, félicitations à Defcon pour le faire avec un couteau de milieu de gamme. C'est vraiment très, très bien. Alors, vous avez ici le couteau qui est très joli. Donc, ce couteau-là, ça s'actionne avec une gâchette. Donc, on y va tout de suite avec les spécifications. Alors, je mets le couteau ici. Alors, c'est un couteau de pleine grandeur de 8,25 pouces, 20,5 cm. La lame, c'est 3 pouces et demi, 8,9 cm. Le poids, 4,11 onces. Alors, 116,5 grammes. L'acier, c'est du D2. Vous avez une pointe tombante à ce couteau-là, donc c'est une très jolie lame. Le mécanisme d'ouverture, comme je vous ai montré, c'est la gâchette. Alors, vous avez une gâchette ici avec un. Ils ont même allégé en faisant un petit trou. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la gâchette, elle est trouée. Alors, on la voit ici. Donc, c'est très, très bien fait. C'est très joli. Le mécanisme de verrouillage, c'est par le cadre, donc c'est un mécanisme standard quand on a un manche en titane comme ça. Alors, pour revenir aux manches, c'est du titane et c'est du titane qui est anodisé vert pâle, c'est très joli. Et vous avez également ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a de la texture, du machinage qui a été fait là. Il n'y a pas seulement cette ligne-là dans le milieu, mais ici,
C'est peut-être difficile à voir, mais vous avez aussi du machinage. Donc, c'est vraiment, c'est une touche haut de gamme, là. L'action, elle est à bille. L'épaisseur de la lame, alors, c'est 0,12 pouces ou 3 mm. Le clip, c'est un clip en titane, alors il vous en donne pas mal pour votre argent. Vous pouvez voir Defcon, là. C'est un clip en titane non réversible, par contre. Et l'épaisseur du manche, donc dans son va au dos du couteau ici. Alors l'épaisseur, c'est 0,45, donc c'est pas tout à fait un demi-pouce, c'est un couteau qui est quand même assez mince, 11 mm. Et la largeur, quand le couteau est fermé, donc dans son plus large ici, c'est 1,26 pouces ou 32 mm. La compagnie Defcon, c'est une compagnie qui existe depuis à peu près 20 ans, ça. Et puis, c'est une compagnie qui, j'ai lu à quelque part, qui était associée à la compagnie Fox, qui est européenne, mais j'en suis pas certain. C'est des couteaux qui sont faits en Chine et ils se concentrent sur le créneau milieu de gamme et haut de gamme. L'évaluation du Defcon Barracuda, alors toujours le même procédé d'évaluation. 9 et plus exceptionnel, de 8 à 9 excellent achat, de 7 à 8 bon achat, 5 à 7 un achat moyen et moins de 5 ne pas acheter ce couteau-là. Le design, ben moi je trouve ça très beau. Je trouve que c'est très réussi, c'est épuré, le titane anodisé vert, vraiment, ça fait haut de gamme pour ce prix-là. Il y a beaucoup de machinage, comme je vous dis. Mais il y a un défaut qui est important dans ce couteau-là, et on va y revenir un petit peu plus tard, c'est le trou de lanière qui a été extrêmement mal intégré. Ça peut paraître anodin, là, au moment où je vous en parle, vous allez voir plus tard, ça a des répercussions. Donc, c'est comme s'il y a quelqu'un qui s'était aperçu là, à la fin du couteau, de ah, ça me prendrait un trou de lanière, puis ils ont drillé un trou un peu n'importe où, là. Ils ont foutu le trou de lanière là, vous allez voir, ça a des conséquences. Mais j'ai mis 8.5 pour le design parce que au-delà de ce petit problème-là, c'est vraiment un très beau couteau. Les matériaux, alors titane anodisé pour le manche, roulement à billes et l'acier, c'est du D2, donc c'est vraiment très bien. Le clip même est en titane, ça c'est rare qu'on va voir ça d'un couteau de ce prix-là. Donc j'ai mis 9 sur 10 pour les matériaux, c'est très très bon. L'assemblage et la présentation, ben, vous avez vu là, comment est-ce que ça nous est livré, vraiment, c'est vraiment très très bien. L'assemblage aussi est vraiment très bon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de jeu de lame du tout. Ce couteau-là est très très solide. Le clip est vraiment très très joli. Un clip de titane là, haut de gamme, très beau. C'est ça, il vous donne même un outil de désassemblage et de la quincaillerie de remplacement. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. J'ai mis un 8 sur 10 pour l'assemblage et présentation. L'action, elle est très bonne. Donc, c'est une action, une ouverture qui est rapide et sèche. Regardez ce que ça fait. C'est vraiment très, très subi, très clic. C'est vraiment une ouverture sèche. C'est pas aussi soyeux que le Kubi Nova, par exemple, mais c'est une très, très bonne action. La gâchette, il n'y a pas de dentelure, ou il y en a très peu. Là, sur la gâchette, il y en a un petit peu, mais il n'y a pas de dentelure ici en haut. C'est quasiment un couteau qu'on peut dire fall shot, là, donc vous avez besoin d'un petit peu d'aide, mais il est un petit peu moins fall shot que le Kubinova et un peu plus là, quand même que le Amaré que je vous ai présenté également. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'action. C'est vraiment très bien. Le poids, le ratio est très bon. Donc, on respecte le ratio d'une demi-longueur poids. Il pèse 4,11 pour un couteau de 8,25 pouces. Donc, c'est excellent là, pour le poids. J'ai mis un 8 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, alors c'est là que les problèmes arrivent à cause du trou de lanière. Parce que le trou de lanière est mal situé, ils ont été obligés d'installer le clip trop bas sur le couteau. Vous voyez, parce qu'il n'y avait pas de place pour le mettre, parce que le trou de lanière est en haut. Donc, le clip fait en sorte qu'il est installé trop bas,
Puis ça, ben, ça va créer comme un hotspot quand vous tenez le couteau serré. Et en plus de ça, quand vous l'installez dans votre poche, donc si vous prenez pour acquis que ça ici, c'est une poche de jeans, mais regardez tout ce qui dépasse. C'est vraiment là, très dommage. Et ça, c'est à cause d'un trou de lanière mal placé qu'il y a peut-être 5% des gens qui vont se servir de ça. Il aurait été bien mieux de ne pas en mettre et d'installer le clip plus haut. Donc, c'est vraiment très, très dommage. Un autre petit bémol, c'est qu'il n'y a pas d'entelure sur le dessus. C'est mineur, mais il faut le dire. Et le troisième élément qui nuit un peu à la note pour l'ergonomie, ils ont oublié de faire un petit creux ici dans le titane pour vous donner accès facilement au mécanisme de déverrouillage ou de verrouillage. Là. Donc, c'est accessible, là, mais c'est moins agréable que s'il avait fait un petit découpage dans le titane ici pour vous donner accès au cadre de l'autre côté. Donc, c'est un élément mineur, encore une fois, mais qui quand même est là. Alors, ça fait, si on met tout ça ensemble, malheureusement, ça fait une petite boule qui n'est pas trop intéressante là, dans l'ergonomie. Fait que à cause de ces problèmes-là, j'ai mis 6,5 sur 10 pour l'ergonomie. C'est bien dommage, mais le trou de lanière, là, il fait vraiment mal à ce couteau-là. L'aspect général, c'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de matériaux de qualité dans ce couteau-là. C'est un couteau qui va très bien vieillir. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et malheureusement, là, c'est vraiment le trou de lanière puis la mauvaise position du clip là, qui pose problème. J'ai mis 7,5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, alors le prix est correct. Moi, j'ai payé, il y a environ 6 mois, j'ai payé 124,99 pour ce couteau-là. Et actuellement, il se vend 139,99. C'est un petit peu cher, 139,99. Donc, j'ai mis un 7,5 sur 10 pour le prix. La valeur, ben, elle est moyenne. Beaucoup de bonnes choses, mais il y a une erreur majeure là, avec le trou de lanière, puis le positionnement du clip. L'accès au déverrouillage aussi qui pourrait être mieux. Alors, j'ai mis un 7 sur 10 pour la valeur de ce couteau-là. Et ça me donne une note globale de 7,8 sur 10. C'est un bon achat, mais il ne faut pas payer en haut de 120 $ pour ce couteau-là. Attendez les spéciaux. C'est un couteau qui est sujet à venir en spéciaux quand il y a des fêtes. Là. Donc, soyez patient, mais c'est quand même un très bon achat, puis il est très, très beau, comme vous pouvez voir. Donc, il y a beaucoup de choses pour. Il y a malheureusement quelques petits contre ce couteau-là. Donc, ça fait le tour de notre DEFCON Barracuda. Alors là, la semaine prochaine, on va rentrer dans le merveilleux monde des couteaux haut de gamme, donc les plus de 160 $. Et on va commencer avec le Spyderco Manix. Alors, vous avez ici le Spyderco Manix, qui est un couteau de probablement ma compagnie préférée, Spyderco, j'en ai beaucoup. Alors, je vais vous présenter, c'est un couteau américain, celui-là. Donc, je vais vous présenter le Manix et je vais vous présenter deux autres couteaux de la même taille et du même prix, parce que là, j'essaie de rester dans la même fourchette de prix. Alors, si cette vidéo-là, comme d'habitude, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Bonjour.